Bienvenue, mesdames et messieurs. Cette semaine, nous avons le privilège de recevoir Maître Jean-Pierre Ménard, qui est spécialiste en droit de la santé. C'est ça? Dans la défense des droits des patients. Et dans la défense des droits des patients. Alors, cette semaine, j'ai sorti plusieurs questions dont je pense nos personnes âgées ont de vastes inquiétudes. Alors, j'ai essayé de choisir de bonnes questions. Si jamais j'en ai oublié que vous pensez que ça serait bien de le mentionner, juste vous pouvez m'arrêter et m'en faire part. Alors, la première question que j'ai choisie, c'est souvent les personnes âgées reçoivent un diagnostic puis ils se demandent s'ils ont le droit à une deuxième opinion. Est-ce qu'ils ont le droit de consulter un autre médecin? Tout à fait. D'abord, c'est une obligation du médecin de favoriser, d'abord de reconnaître le droit de son patient de consulter quelqu'un d'autre. Alors donc, on demande à son médecin, on va exprimer le souhait d'avoir une deuxième opinion. Puis le médecin peut à ce moment-là faire une demande de consultation à un de ses collègues pour que que la personne puisse avoir une deuxième opinion sur sa condition. Ça, on va le faire quand on n'est pas certain du diagnostic, pas certain du traitement, puis on veut avoir plus d'éclairage. Puis notre médecin n'a pas de raison de s'offusquer de ça. C'est un droit des patients. Ah oui. Est-ce que c'est le médecin qui doit nous donner une prescription? Comment ça fonctionne? C'est-à-dire la façon la plus simple, la plus facile, c'est que le médecin va faire une demande de consultation à un autre de ses collègues. Puis vous pouvez choisir le collègue en question. Sinon, par vous-même, vous pouvez aussi faire des démarches, par exemple, par votre médecin de famille pour avoir une deuxième opinion d'un spécialiste. Ça, on a le temps, évidemment. Là. OK. Est-ce que c'est recommandé de faire selon la Simplement, si on a un doute. Si on a un doute sur le diagnostic, on n'est pas trop sûr du traitement, on pense que le médecin va peut-être un peu trop vite ou on veut se rassurer. Okay. Alors, donc, où il y a un enjeu qui est important, on a une grosse décision à prendre. Okay. On veut bien la prendre. Parfait. On est à l'hôpital. On a un médecin dans un établissement de santé, naturellement, un hôpital. Est-ce que si on n'est pas confortable, parce que souvent on entend ça, mon médecin est bizarre, il est bête ou quoi que ce soit, souvent il y a des comportements qui ne sont pas compatibles avec le patient. Est-ce que le patient peut exiger de changer de médecin? Oui, sauf qu'évidemment, son choix est limité aux médecins qui travaillent dans l'hôpital. Alors ça, pour ce faire, il peut demander de voir le chef de département ou se faire aider par le commissaire aux plaintes ou par le comité des usagers, le cas échéant. Alors qu'on exprime effectivement qu'on veut changer. On n'a pas expliqué à long en large pourquoi on veut, mais on peut dire qu'on n'est pas à l'aise ou pas confortable, la communication ne se fait pas bien. Et à ce moment-là, normalement, si un autre médecin est disponible, on va pouvoir avoir accès à l'autre médecin. Est-ce que ça, c'est le patient demande ça à qui habituellement? Bon, il peut le demander d'abord, le plus simple, c'est bon, il peut inviter son médecin qui est pas à l'aise avec lui, voir s'il peut se référer à quelqu'un d'autre. Il peut sinon demander à parler au chef de département. Il peut s'adresser au commissaire aux plaintes aussi pour l'aider à changer. Il peut s'adresser au comité des usagers. Donc, il y a beaucoup de ressources pour aider la personne à changer de médecin. C'est un droit du patient de changer, mais son choix se limite par ailleurs au médecin qui pratique dans l'hôpital. OK. Puis tout ça est disponible directement dans l'hôpital, habituellement? C'est dans l'hôpital, Ah, oui. OK. OK, c'est bien. Alors, mon médecin, ça, des fois, c'est nos médecins de famille, on doit subir certains traitements, ou à l'hôpital aussi, puis souvent, ils vont dire, bon, ils veulent nous faire payer un certain petit montant. Comme moi, j'ai entendu récemment dans une résidence de personnes âgées, que là, ils ont commencé à les prises de sang. Avant, ils ne chargeaient pas. Là, on dirait qu'à cause que tout le système de santé change, je ne sais pas si c'est correct ou pas, là, mais ils commencent à demander certains montants qu'ils ne demandaient pas auparavant. Il y a beaucoup de monde, effectivement, qui cherche de plus en plus de moyens de faire payer les patients. Oui. Légalement, normalement, tout ce qui est couvert par l'assurance maladie, on ne devrait pas payer pour ça. On va consulter un médecin. Il n'y a pas à nous charger de frais d'ouverture de dossier, de frais de secrétariat, ce genre de choses-là. Ce qui n'est pas couvert, c'est les médicaments qu'il va vous donner dans son cabinet. Par exemple, je vais prendre le cas d'un vaccin, par exemple, dans certains cas. Il y a certaines fournitures médicales qui ne sont pas couvertes. Ça, dans le bureau du médecin, le médecin doit afficher un tableau de tout ce qui est facturé avec les prix qui sont demandés. Si on a un doute, on peut vérifier soit auprès du collège ou auprès de la Régie d'assurance maladie du Québec si c'est correct qu'on nous charge telle ou telle affaire. OK. Le Collège des médecins aussi peuvent nous renseigner. Le Collège des médecins encadre ça un peu plus, mais la meilleure source, c'est la Régie d'assurance maladie du Québec. Okay. Ils vont vous dire, OK, les pansements, c'est couvert ou c'est pas couvert, ou tel médicament, c'est couvert ou pas couvert, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a des médecins qui chargeaient des frais excessifs pour ça. D'ailleurs, le Collège s'intéresse à ça aussi. Alors, si on vous charge des frais excessifs, par exemple des gouttes pour les yeux ou peu importe ce que ça peut être,
vérifier auprès du collège qu'est-ce qu'il y en est. Là, vous parlez même au niveau des gens qui sont en résidence. Là. Même gens qui sont en résidence aussi. Alors, ce qui arrive, c'est que par ailleurs, il y a des services qui ne sont pas couverts. Alors, lorsqu'ils sont, par exemple, en dehors d'un établissement de santé, alors là, c'est peut-être pour ça que des prises de sang et des services de même offerts par les résidences. Les résidences vendent des services à la carte, d'ailleurs, souvent à gros prix. Et ça, il faut, malheureusement, si on veut avoir les services des résidences, ça, la plupart du temps, ça ne sera pas couvert. D'ailleurs, je pense que c'est spécifié sur le bail, là, habituellement. Il faut que ce soit spécifié, il faut qu'on vous informe de ça à l'avance, puis évidemment qu'on vous donne le choix d'aller chercher ailleurs aussi, le cas échéant, comme au CLSC ou autrement. Parfait. Ensuite de ça, une personne doit être... mettons, on passe à une personne qui est hospitalisée et puis elle doit être transférée dans un CHSLD. On voit souvent, nous, des gens qui sont séparés ou qui passent parce que pour quelque raison que ce soit, au lieu de les mettre à Laval, ils vont les envoyer à Pierrefonds ou Ville d'Anjou. Est-ce que les gens qui demeurent à Laval doivent... Alors, il existe un droit de choisir le CHSLD où on veut être hébergé. Là, on force beaucoup les gens à signer des formules, comme quoi ils s'engagent à aller n'importe où il y a de la place. Ne signons pas ces formules-là. OK? Parce qu'on va dire aux gens, si vous ne signez pas, on vous met dehors, on ne vous mettra pas dehors. Légalement, on ne peut pas vous mettre dehors. C'est des menaces qu'on fait, mais concrètement, on ne peut pas le faire. Il existe un droit de choisir l'établissement où on veut aller. Il faut que les gens, à ce moment-là, expriment ces choix-là. La seule manière de contraindre quelqu'un à aller d'une place où il ne veut pas aller, c'est par une ordonnance d'un tribunal, puis ça se conteste, ces choses-là aussi. Alors, donc, les gens, puis si on est de Laval, ou même si on est de Montréal, notre famille qui est à Laval, puis on veut venir à Laval, on a le droit absolu de venir à Laval. Dans la nouvelle loi de projet de loi 10 qui vient d'être adoptée, on reconnaît le droit aux gens de choisir l'établissement duquel ils veulent recevoir les CI3 duquel ils veulent recevoir des services. Alors, donc, ces matières-là, on fait beaucoup de, je dirais, de pression sur les gens parce qu'actuellement, il manque de ressources, là. Alors, mais on ne peut pas forcer les gens à aller à une place où ils ne veulent pas aller. Puis c'est pas parce que vous êtes de Laval que vous devez obligatoirement aller à Laval. C'est pas parce que vous êtes de Montréal que vous devez obligatoirement aller à Montréal. Si vous êtes à Montréal puis votre famille est à Laval, vous pouvez venir à Laval et vice-versa. C'est parce que là, ils nous disent toujours, les services sociaux nous disent, il faut faire transférer le dossier, c'est long. C'est rien. Le transférer le dossier, c'est qu'il parte d'un bureau puis qu'il y a un autre bureau, tout simplement. Fait que c'est pas une raison. Bien non, écoutez, c'est ça, c'est de l'odeur bureaucratique, là. Qu'il n'y a pas de raison d'être, pas du tout. OK, parce que c'est compliqué pour eux autres, c'est du travail de plus à faire. C'est pas tellement plus compliqué. Ils prennent le dossier, puis plutôt que le traiter eux-mêmes, ils le réfèrent à l'autre bureau, le bureau qui s'occupe de l'admission pour Montréal. C'est tout. C'est aussi compliqué que ça. OK. Vous avez parlé du projet de loi 10. Peut-être que vous pourriez nous en parler un petit peu? Écoutez, c'est un projet de loi qui rentre en vigueur le 1er avril, qui change complètement la structure du système de santé. C'est un projet qui donne pas beaucoup de choses aux citoyens, ça c'est clair. Là. Il n'y a pas vraiment de gain pour les citoyens là-dedans, mais c'est un projet qui refond les structures, en fait, de beaucoup plus grosses structures. Le ministre pense que ça peut favoriser l'accès. Je suis loin de penser que ça va être ça, parce que quand on fusionne des listes d'attente, ça reste encore des listes d'attente, et il n'y a pas d'argent neuf dans le système non plus. Écoutez, on va faire de grosses structures qui vont s'appeler les centres intégrés de santé et de services sociaux, les CI3S. On fait disparaître les agences. Qui étaient la structure régionale, leur pouvoir passe au CI3S ou au ministre. Donc, c'est vraiment l'essentiel des choses. Donc, beaucoup plus gros établissements. Plus de palier régional. Fait que l'agence va se rapporter directement Il n'y a plus d'agence. Alors, c'est intégré comme à Laval, ça va être le CI3S de Laval qui va remplir les fonctions que faisait l'agence auparavant. OK. Fait que tout ce monde-là va être regroupé ensemble. C'est des grosses structures. Pour le citoyen, ça ne change pas beaucoup de choses au niveau du service de proximité. Mais le but de ça, c'est que en tout cas, le but, je pense, c'est que... c'est-à-dire, le but exprimé par le ministre, c'était d'améliorer l'efficacité du système. Écoutez, tout le monde a remis ça en question parce qu'on dit que ces modèles-là sont essayés ailleurs, ne sont pas viables. Ah non? Alors, pourquoi faut-il en faire la démonstration au Québec? Mais écoutez, si c'est adopté, on va vivre avec, on va essayer de faire... Le temps dira, c'est ça. On va essayer de faire fonctionner ça. Exactement. Alors, en hôpital, moi, on a déjà vu des gens qui sont hospitalisés puis sont en attente d'aller dans un CHSLD, puis ils décident de mettre des frais d'hébergement. Oui. Alors, les frais d'hébergement, ils sont payables le premier jour, même si vous êtes à l'hôpital, le premier jour où votre médecin déclare que vous n'êtes plus en soins actifs, mais vous devenez en soins de longue durée. Alors, normalement, quand vous êtes je vais vous dire, vous rentrez parce que là, vous avez une fracture de hanche. Le temps qu'on va réparer votre fracture de hanche avec la physiothérapie et tout ça, vous serez en soins actifs, mais à un moment donné, par exemple, si vous récupérez pas complètement, puis il faut vous héberger, à un moment donné, votre médecin va dire, écoutez, vous n'êtes plus en soins actifs, vous devenez en soins de longue durée, et au jour 1 de ça, on va vous commencer à facturer les frais
d'hébergement. OK. À moins que votre médecin statue à tous les 30 jours que vous êtes toujours en soins actifs. Mais à ce moment-là, c'est pas le patient qui paie, là, ça va être le gouvernement. C'est-tu la SAC? Non, c'est le patient qui va payer, à moins qu'il bénéficie d'une exonération. Par exemple, la personne qui est sur l'aide sociale ou la personne âgée qui n'a pas beaucoup de revenus. Oui, qu'est-ce qui arrive dans ce Alors, temps-là? à ce moment-là, il peut avoir accès à il peut bénéficier d'une exonération. Il faut remplir des formules, il faut qu'on va évaluer vos revenus, votre patrimoine et tout ça, OK. pour décider si vous devez contribuer ou pas. OK. Fait que si je comprends bien, une personne qui a eu une opération à la hanche et puis que là, est en étape de réhabilitation, c'est ça? Il faut qu'elle s'en C'est aille à la ça, exemple, réhabilitation? c'est ça. Alors, à ce moment-là, elle va être en soins actifs, elle ne paiera pas de frais d'hébergement, mais disons qu'on a terminé son niveau de réhabilitation. Puis on s'aperçoit, par exemple, qu'elle ne pourra plus retourner à domicile. Ah, OK, je comprends. OK. Et là, il faut l'héberger. Alors, dès ce moment-là, dès que le médecin statue qu'elle est plus en soins actifs, on va OK. commencer à payer les frais d'hébergement. OK. Fait que là, il vérifie ses revenus, comme vous dites, son revenu et tout ça. Ses revenus sur son patrimoine pour voir si elle peut bénéficier de l'exonération totale ou partielle. OK. Sinon, elle va payer les frais d'hébergement. Ce n'est pas l'intégralité des frais d'hébergement, c'est des frais d'hébergement déterminés par le gouvernement, parce que ce n'est pas les frais réels, c'est moins que les frais réels. OK, parfait, je comprends. On a souvent aussi des questions à savoir de quelle façon moi je peux accéder à mon dossier médical. Très simple. Vous rendez aux archives de l'établissement, ou vous téléphonez, ou vous communiquez par écrit avec eux autres. Ils vont même désigner une demande d'accès à votre dossier. Vous n'avez aucune raison à fournir pour l'accès à votre dossier. Vous avez le droit d'accès complet à votre dossier. Donc, vous le demandez. Bon, l'archiviste peut vous aider si vous voulez avoir accès seulement à une partie ou à un renseignement de votre dossier, elle va vous aider à le trouver. Ou, normalement, vous avez le droit d'accès complet à votre dossier, sans avoir de raison à donner bonne ou pas bonne. C'est votre droit à vous. OK, parfait. C'est aussi simple que ça. Pour y avoir, vous avez un accès complet, sauf s'il y a une partie de votre dossier où l'accès à votre dossier vous causerait un préjudice grave à votre santé. C'est extrêmement rare. Ce qui veut dire? Très rare. Bien, prenez, par exemple, je sais pas, vous êtes dépressif, puis vous êtes suivi par votre médecin, puis on fait un bilan, par exemple, puis on découvre un test qui laisse supposer peut-être que vous avez peut-être le cancer. Oui. Puis votre médecin pense que c'est pas le temps pour vous d'apprendre cette nouvelle-là, parce que tant qu'on n'aura pas confirmé, par exemple, le test, alors on va dire, OK, alors cette information-là, pour le moment, on ne la rend pas accessible aux patients. Autrement que ça, vous avez un droit absolu. Les gens pensent souvent que le droit d'accès au dossier, c'est à la discrétion du médecin. Non, c'est pas. Le médecin, tout ce qu'il atteste, c'est qu'il n'y a rien dans votre dossier qui va vous causer un préjudice grave à votre santé si vous y avez accès. S'il n'y a rien de ça... Mais si on arrive à l'archiviste, est-ce qu'elle demande la permission au médecin avant? Elle va vérifier auprès du médecin s'il y a un renseignement dans votre dossier dont l'accès vous causerait un préjudice grave. Si elle n'a pas, le médecin n'a pas le choix, on va vous donner accès à votre dossier. Vous n'aurez pas non plus accès à votre dossier au renseignement qui a été donné à votre sujet par un tiers. Par exemple, vous allez, un couple va à l'hôpital, voir le médecin, le monsieur rentre dans le bureau du médecin, son épouse va voir les infirmières, va dire aux infirmières, regardez, mon mari, là, il faut que je vous dise, il ne prend pas sa médication, il ne suit pas sa diète. Je vous dis ça, je ne veux pas qu'il sache que je vous ai dit ça, mais il faut que le médecin le sache parce que c'est important pour son traitement. Alors, on va écrire la note que c'est de l'information qui provient d'une personne autre que le patient. Alors, le patient, lui, n'aura jamais droit d'accès à cette information-là non plus. Alors, ce sont les deux seules restrictions. Préjudice grave à votre santé ou information donnée par un tiers, le patient n'a pas droit d'accès à ces informations-là. OK. Puis avant d'obtenir notre dossier, est-ce que c'est long quand on fait la demande? Normalement, dans 20 jours, on devrait vous répondre. 20 jours? Oui. OK. Ouais, ou plus. C'est au plus court si on est capable. OK. Puis vous pouvez avoir une copie de votre dossier aussi. OK, parfait. On a aussi, souvent, on se fait demander, un proche, mettons mon mari ou quelqu'un qui est hospitalisé, on aimerait savoir des informations. Souvent, on se fait dire, madame, on ne peut pas, c'est confidentiel. Alors, c'est au proche à dire à ses traitants, ou il peut venir un écrit pour ça, comme quoi il vous autorise à avoir accès à son dossier, ou qui vous autorise à avoir accès à une information qui le concerne, ou qui relève ses traitants de leur obligation de secret professionnel. Puis à ce moment-là, vous avez le droit de tout savoir. OK. Oui, c'est une fois... habituellement, il y a pas... Le secret professionnel, la confidentialité, ça appartient au patient, puis c'est lui à décider avec qui il partage l'information. OK, parfait. Alors, c'est beau là-dessus. On va passer une petite pause et on sera de retour dans quelques minutes. Alors, nous sommes de retour avec M. Jean-Pierre Ménard. Et puis, M. Ménard, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu des CHSLD. C'est de la grosse... il y a eu beaucoup de choses récemment qui se sont passées au niveau de la maltraitance, au niveau des caméras et toute cette situation-là qui est arrivée. Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose depuis le temps qui est arrivé ou qui s'en vient? Là? Bien, ce qui arrive, c'est que d'abord, le débat sur les caméras, on a failli avoir un jugement l'année passée là-dessus, mais malheureusement, quand il est décidé le jour où le juge était prêt à rendre jugement, puis le CTOS a refusé que le juge rende son jugement.
Alors, le débat reste encore possible, mais c'est clair qu'actuellement, dans une chambre de CHSLD, dans l'état actuel du droit, les gens doivent mettre une caméra. Ils ont le droit? Sans avoir besoin d'avertir l'administration. Ah oui? La clé, c'est, écoutez, moi, ce que je vous dirais, c'est que si vous avez des doutes sur la qualité des soins, si vous n'êtes pas certain, si vous n'êtes pas satisfait des réponses qu'on vous donne, puis vous pensez que, et surtout que vous avez affaire votre proche là, n'est plus en mesure de vraiment de raconter ce qui lui arrive, ça peut être une bonne idée dans certaines circonstances de le faire. Je ne dis pas à tout le monde qu'il faut mettre, je dis pas qu'il faut toujours mettre des caméras partout, mais si on a ce genre de doute-là, ça vaut la peine de le faire. Et c'est ça. Alors, puis on n'a pas à le dire à l'administration de l'établissement. La clé, c'est de s'assurer que c'est bien, que c'est pas à la vue, tout simplement. Et, on n'a pas à les aviser? Non. Puis si on voit des choses pas correctes là-dessus, bien écoutez, là, à ce moment-là, on pourra faire des plaintes, on pourra faire des recours le cas échéant. Ça sert à ces choses-là aussi. Okay. Nous, on a vu plusieurs histoires, puis on en voit encore. Des histoires des problèmes qu'on découvre juste avec des caméras. Puis pour la maltraitance, souvent, ce n'est pas évident. Ce n'est pas, quand on a affaire à des victimes qui ne peuvent pas parler, ça se passe en l'absence de témoins, ça se passe en dehors des heures de visite. C'est ça. Alors, c'est souvent, malheureusement, le moyen par lequel on peut l'apprécier. Et les gens actuellement n'ont pas à craindre de difficultés légales avec ça. Si ça arrive, on s'en occupera. Okay. Récemment, il y a eu d'ailleurs un jugement d'une dame qui va faire de la prison, une dame qui avait fait de la maltraitance, je ne sais pas si c'était à Sherbrooke ou quoi que ce soit. Oui. Fait que ça, au moins, c'était... c'est arrivé à Saint-Lambert. Ah, Saint-Lambert, OK. Saint-Lambert, puis écoutez, c'est une caméra qui a filmé le film en train de frapper une personne âgée. Exactement. Alors, ça sert à ça. OK, c'est parfait. Alors, on a un proche, une autre question qu'on se fait poser souvent. On a une personne qui décède à l'hôpital, et puis là, nous, on demande, bon, qu'est-ce qui est arrivé? On aimerait savoir plus d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? Bon, alors, ce qui arrive, c'est que d'abord, d'entrée de jeu, il n'existe pas un droit automatique d'accès au dossier médical d'une personne décédée. Les seules personnes qui peuvent y avoir accès, ce sont les héritiers et proches, là, pour une fin prévue par la loi. Alors, soit exercer un recours, soit obtenir un renseignement précis, par exemple, sur la cause du décès, des choses comme ça. Donc, c'est plus limité. Et ça, peut-être que s'il y a un enjeu qui est important, c'est peut-être plus utile de consulter un avocat, ne serait-ce que pour ça. Okay. Bon. Par ailleurs, si on doute des circonstances du décès, il est tout à fait correct de viser le bureau du coroner de ça, des circonstances mystérieuses d'un décès. Alors, quand un décès n'est pas un décès attendu ou quand ça arrive dans des conditions suspectes, ça vaut la peine de viser le bureau du coroner. Simplement en téléphonant. Le bureau du coroner, n'importe qui peut le faire. Puis, bien, écoutez, il y a eu un décès dans tel établissement de santé, dans des circonstances nébuleuses, là, où on peut penser qu'il peut y avoir de la négligence, de la violence, peu importe. Alors, on donne l'information, puis le coroner va investiguer. Le bureau du coroner est très efficace pour ça, généralement. OK. Les gens qui ont des... comme nous, souvent, là, quand on est entre l'inaptitude, là, on est entre les deux, des fois, c'est toujours là qu'il y a beaucoup de problèmes. Souvent, les mandataires aimeraient ça, savoir ce qui se passe dans le dossier. Souvent, ils vont les accompagner, mais disons que, souvent, quand il y a des cas, qu'il y a des problèmes, on essaie d'avoir plus d'informations, eux, là, nous, on les accompagne, c'est sûr. Puis souvent, c'est difficile parce qu'ils ne veulent pas. Ça ne devrait pas être... Qui ne veut pas, l'établissement? Oui, c'est ça, l'établissement. Bon. Alors, ce qui se passe, c'est que quand la personne n'est pas en mesure de consentir elle-même là, elle est entre deux, là. C'est ça qui est là qui est compliqué. Parce que sur le plan légal, malheureusement, il n'y a pas d'entre-deux. On est apte ou on n'est pas apte. C'est ça. Alors, pour savoir si on est apte à consentir ou pas à des soins, ça n'a pas besoin du jugement, pas besoin de procédure légale, rien de tout ça. C'est au jour le jour. Est-ce que la personne, le patient lui-même, comprend l'information qu'on lui donne sur l'état de santé? Est-ce qu'il est capable de comprendre et exprimer sa volonté? S'il n'est plus, il est inapte à consentir. À ce moment-là, le consentement est donné par une autre personne, qui pourrait être son conjoint ou un proche parent. Okay. Et ces personnes-là ont droit d'accès au dossier et ont droit d'accès à toute l'information pour donner un consentement. Alors, donc, quand c'est le mandataire qui remplit cette fonction, je parle du mandataire. Le mandataire, il faut faire attention. Le mandataire d'un mandat qui est homologué, c'est-à-dire auquel la Cour supérieure a donné effet. Lui, il a tous les pouvoirs d'agir pour la personne, il a le droit de tout savoir. Quand le mandat n'est pas homologué, on met le mandat de côté. On va se demander, est-ce que cette personne-là qui pourrait être le mandataire éventuel, par ailleurs, est-ce qu'il est aussi la personne habilitée à consentir aux soins d'une personne qui n'est pas en état de le faire? Alors, quand le mandataire, c'est le conjoint, il n'y a pas de problème. Quand c'est un proche parent, il n'y a pas de problème aussi. Alors donc, c'est pas comme mandataire, mais c'est comme conjoint ou proche parent que la personne peut recevoir l'information pour pouvoir donner un consentement libre et éclairé aux soins et aux traitements. Okay. Alors donc, les gens ont le droit d'avoir l'information,
Puis sur le site vaudansanté.com, on explique comment faire pour avoir cette information-là. OK. Alors, la prochaine question, M. Ménard. Des fois, on a notre dossier, mais on ne comprend pas ce qui est écrit dedans parce qu'il y a des termes médicaux, des fois, qui sont longs comme ça. Comment puis-je... Est-ce que je peux avoir de l'aide? Oui, alors la loi prévoit spécifiquement que vous avez un droit à l'assistance professionnelle pour comprendre ce qui est dans votre dossier. Quand vous allez chercher votre dossier, demandez à l'archiviste, j'aurais besoin d'assistance pour comprendre ce qui est dans mon dossier. L'établissement est obligé de vous assigner quelqu'un, soit une infirmière, là, qui va vous aider à lire votre dossier, qui va vous expliquer les termes, les abréviations, les termes médicaux. Donc, ça peut être extrêmement utile et important de comprendre ce qui est dans votre dossier. OK. Donc, il faut le demander. OK, parfait. Alors, on a aussi l'aptitude de consentir aux soins. Bon. Ça aussi, Alors, c'est important. Ça, c'est important parce que ce que la loi prévoit, c'est que pour traiter quelqu'un, en toutes circonstances, ça prend un consentement. On n'a pas le droit d'imposer ou de donner un traitement à une personne d'aucune manière, en aucune façon, si elle n'y a pas consenti. Ça va loin, c'est ça pour la médication. Même pour un changement de médication, on n'a pas le droit de changer la médication d'une personne sans son consentement à elle. Donc, il faut l'informer du changement de médication, des effets secondaires de ces médicaments-là, des conséquences de ne pas avoir le médicament, puis ce comme alternative aussi. Alors, donc, la règle du consentement, elle est extrêmement importante. Puis c'est vrai pour tout le monde, personne ne peut donner de traitement à quelqu'un si la personne n'est pas d'accord. Quand la personne n'est pas apte à consentir, ça, c'est quoi l'aptitude à consentir? C'est est-ce que la personne est capable de recevoir et comprendre l'information que son médecin lui donne? Puis deuxièmement, est-ce qu'elle est capable de prendre une décision? L'information qu'on parle, c'est l'information qui découle du consentement éclairé. Parce que la personne, avant de donner un consentement, elle doit connaître son diagnostic, le traitement qu'on veut faire, la procédure, les risques et effets du traitement, les avantages du traitement, les conséquences de le reporter ou de le refuser, puis les traitements alternatifs. Les gens doivent savoir tout ça dans un langage que le médecin doit adapter au niveau de compréhension de la personne. Alors, si la personne est capable de recevoir ça, comprendre ça, exprimer une décision, elle est apte, même si ça prend une mauvaise décision, même si ça prend une décision que son médecin ou sa famille n'aime pas. Ah, d'accord. Bon. Lorsqu'elle n'est pas en mesure de comprendre l'information, là, elle est inapte à consentir. Et la loi prévoit automatiquement que là, à ce moment-là, on va avoir recours à ce qu'on appelle le consentement substitué, qui va être donné d'abord par le tuteur, curateur ou mandataire de mandat homologué s'il y en a un. Quand il n'y en a pas, c'est donné par le conjoint. Conjoint, on parle du conjoint marié, d'union civile ou de conjoint de fait. Conjoint de fait, c'est quand on vit ensemble depuis plus de 12 mois. Depuis moins de 12 mois, si on est des enfants. Alors donc, ça sera donné par le conjoint. Ou quand il n'y a pas de conjoint, le conjoint n'est pas en train de manifester sa volonté par un proche parent, par exemple n'importe quel parmi les enfants, ou frères ou sœurs, peu importe. L'établissement de santé reconnaît une seule personne pour fin de consentement. Donc, pas d'histoire de consensus familial, puis ça n'existe pas. Par ailleurs, quand il y a un conjoint et qu'il y a des enfants, par exemple, disons, d'un premier lit ou d'un premier mariage, qui ne s'entendent pas entre eux, c'est le conjoint qui a préséance sur les enfants pour donner le consentement. OK. Souvent, je vois que des gens ne sont pas mariés. Ce sont des conjoints de fait, puis les hôpitaux refusent de... Non, alors, légalement, là, le conjoint de fait, quand ça fait 12 ans, il faut qu'il se manifeste. Qu'il dit, regardez, moi, je suis son conjoint, ça fait 2 ans que je reste avec. Donc, il y a le droit. Exactement, tout à fait. C'est lui ou elle qui va décider des soins de l'autre conjoint, de préférence aux enfants. Alors, même si ça arrive souvent, on le voit souvent, par exemple, dans les familles reconstituées, où il y a les enfants d'un premier mariage qui étaient dissous, là, ou divorcés, ou décès, peu importe. Oui, souvent. Là, Après ça, par exemple, monsieur se fait disons, une nouvelle compagne avec qui il reste 2 ans, 3 ans, il devient malade. Là, le chicane prend l'hôpital parce que les enfants veulent s'opposer aux soins. C'est ça. Alors que si c'est sur le plan légal, c'est la conjointe qui a préséance sur des enfants. Ça, là, M. Ménard, vous me surprenez parce que souvent, il dit, vous n'êtes pas conjoint, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas le droit. Non, ça, écoutez, on n'est pas à jour. C'est depuis je suis très contente d'entendre ça. C'est depuis 2002 que la loi est comme ça. Parce que je trouvais ça bizarre. Alors, on a rectifié ça, mais l'information ne s'est peut-être pas rendue. Alors, encore là, sur le site, c'est bien expliqué. Parfait. Il nous reste que 3 minutes. On va aller vers les soins de vie. Soins de fin de vie. Soins de fin de vie, vous avez raison. Oui. Alors, avec la nouvelle loi maintenant, là, qui va... on a le droit de demander l'aide médicale à mourir. Qui va rentrer en vigueur le 10 décembre 2015. OK. Alors, donc, essentiellement, il faut rencontrer des conditions. Donc, être en fin de vie, avoir une maladie grave et incurable, qui a entraîné un déclin avancé de ses facultés. Alors, à ce moment-là, il faut aussi vivre des souffrances que la médecine ne peut pas soulager. OK. Il faut être majeur et apte à consentir au moment où on fait la demande. OK. Alors, à ce moment-là, un médecin va évaluer tout ça. Il va s'assurer que vous donnez un consentement libre, un consentement éclairé. On vous explique vos alternatives. Puis si vous décidez quand même de vouloir avoir l'aide médicale à mourir et que votre médecin accepte,
à ce moment-là, on va vous administrer l'aide médicale à mourir. OK. Donc, c'est dans des conditions bien, bien strictes, bien documentées, bien limitées. OK, d'accord. Est-ce que je peux refuser un traitement? Puis-je refuser un traitement si ce refus peut causer la mort? Légalement, Est-ce que ça- oui, c'est déjà le droit. Dans la OK. loi sur la vie, on le reconfirme. C'est fait plus que 20 ans au Québec que c'est clair comme ça. Si vous êtes apte à consentir et que vous ne voulez pas n'importe quel soin, même des soins qui vont vous sauver la vie, vous avez le droit absolu de les refuser. Il faut qu'on vous laisse aller à ce moment-là. OK, parfait. Est-ce que je peux exiger de mourir à domicile? Est-ce que c'est quelque chose qui est Écoutez, on peut le demander. Puis écoutez, le problème, c'est qu'actuellement, les services ne sont pas tellement, Non, c'est ça. pas tellement organisés pour ça. Là, avec la loi, on prévoit mieux organiser des soins palliatifs, dont les soins palliatifs à domicile. Il faut le demander. Ça va être la seule manière avec laquelle ça peut se développer, parce qu'actuellement, c'est pas évident d'avoir des soins palliatifs à domicile. Là, c'est très minime ce qu'on reçoit, mais ça se planifie, ça s'organise. Puis si les gens peuvent viser, dans la mesure du possible, à rechercher de mourir à domicile. Mais OK. ça a besoin quand même d'organisation. Et puis la question, est-ce qu'on est obligé de recevoir des soins palliatifs? Absolument pas. Les soins Non? palliatifs, c'est comme n'importe quel soin. Alors, OK. parce qu'ils ont... Le milieu des soins palliatifs, c'est beaucoup opposé à l'aide médicale à mourir en disant, bien, écoutez, à la place, on a des soins palliatifs. C'est pas à la place de... Le patient peut accepter les soins palliatifs, les refuser, les interrompre n'importe quand pour OK. demander l'aide médicale à mourir. C'est au choix du patient. C'est pas au médecin de décider ces choses-là. OK. Puis j'imagine qu'avec la nouvelle loi pour les soins de fin de vie, on va pouvoir l'indiquer dans notre testament ou notre mandat? Non, pas dans le testament, vraiment? parce que votre testament, il prend fin une fois Oui, que c'est vous êtes vrai, vous avez décédé. raison. Alors, oublions ça. Oui, c'est ça. OK? Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a un nouveau véhicule qui va s'appeler les directives médicales anticipées, Oui. qui va permettre d'exprimer un certain nombre de choix par rapport à certains traitements de fin de vie, là, surtout au niveau de la réanimation, de la dialyse, OK. ce genre de choses-là. Il y a une formule qui va être préparée pour ça, que les gens pourront signer. Par ailleurs, les gens pourront, dans un mandat, en cas d'inaptitude aussi, prévoir leur volonté de façon plus particulière pour leur fin de vie. OK. Alors, ça va être effectif à partir de décembre? 10 décembre 2015. Parfait. Alors là-dessus, c'est tout. Merci beaucoup. Ce fut très intéressant. J'espère qu'on a renseigné nos aînés. Et moi, je vous invite à consulter le site vaudroitsanté.com. Oui. Vous allez trouver là tout ce que je vous ai raconté et un petit peu plus. Ce qui est excellent. Alors, à la semaine prochaine, mesdames et messieurs.